Monsieur le Jaraaf du Cap-Vert, Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos rangs, titres, qualités et grades, au nom de Monsieur Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, bienvenue à la cérémonie officielle de lancement du projet Dakar Métropole Internationale 2050. Alors ce matin, si vous avez bravé la circulation, les rues aux chaussées défoncées et envahies par les eaux de pluie pour être avec nous, vous avez certainement compris la nécessité qu'il y a à repenser notre chère capitale, cœur battant du Sénégal. Car ce cœur est aujourd'hui à l'étroit, étouffé par une croissance rapide, une urbanisation désordonnée et des défis environnementaux pressants. Face à cette situation, notre pays fait le choix de l'audace et de la vision avec Dakar, Métropole Internationale 2050. Le Sénégal engage une transformation historique, bâtir d'ici les 25 prochaines années une capitale moderne, inclusive, durable et résiliente. Ce projet adossé à une double ambition, Dakar Ville Verte et Dakar 2050, réinvente l'organisation de notre capitale. Il propose une ville polycentrique, mieux connectée, où chaque citoyen pourra vivre dignement, travailler, se déplacer et respirer dans un cadre de vie de qualité. Alors plus qu'un simple projet d'aménagement supplémentaire, Dakar, Métropole Internationale 2050, exprime une volonté souveraine, celle de maîtriser notre destin urbain et d'affirmer notre leadership en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous ouvrons donc le discours du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, dans cette journée de partage de la vision Dakar Métropole Internationale 2050. Chers partenaires techniques et financiers,
valoriser ses forces, exploiter ses potentialités et contribuer pleinement à la souveraineté de notre pays. La territorialité devient ainsi un principe cardinal de planification et de gouvernance au service d'un développement plus équilibré, inclusif et durable. C'est dans cette vision que le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 a validé le modèle de gouvernance des pôles territoires. Il ne l'a pas validé de manière absolue d'ailleurs, puisque lors de ce Conseil des ministres, Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales avait présenté le modèle qui avait fait l'objet de pas mal d'observations, d'amendements, et le ministre doit nous revenir à l'issue de ces concertations qui permettent aussi de recueillir les observations, les avis et les amendements des acteurs sur le terrain pour une stabilisation définitive. C'est donc dans cette vision que le Conseil des ministres du 29 janvier 2025 a entendu organiser le plan de la nouvelle organisation territoriale autour des pôles, chacun doté d'une structure qui pourra prendre l'appellation d'établissement public territorial ou toute autre appellation que nous jugerons utile, et doté d'un organe sous forme de conseil certainement, qui permettra d'assurer le pilotage. Cette décision du Conseil des ministres donc ouvre la voie à une gouvernance locale forte et résolument tournée vers l'avenir. Sur instruction du chef de l'État et sous notre supervision, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a engagé un cycle de concertation couvrant l'ensemble du territoire national et plaçant les citoyens et les acteurs locaux au cœur du processus de décision. Mesdames et messieurs, ce qui nous réunit aujourd'hui n'est qu'une étape de ce processus. Et le ministère a voulu démarrer par les 7 autres pôles et de terminer par le pôle Dakarou pour ce qu'il représente. Ces concertations ont débuté donc avec le pôle centre en février 2025 en présence du chef de l'État qui y était pour les besoins de la journée de l'élevage, mais qui a pu en profiter pour avoir des échanges avec les parties prenantes. Et ceci pour définir les axes d'un développement autonome, durable et résolument tourné vers l'avenir. Elles se sont poursuivies au mois de mars 2025 dans les pôles de Thiès, ensuite le pôle Diourbel-Louga, rassemblant élus locaux, acteurs économiques, sociétés civiles et citoyens autour des priorités stratégiques de ces deux pôles. Le pôle Est a acquis les concertations en avril 2025, tandis que le pôle Sud et les pôles Sud et Sud-Est se sont tenus courant mai 2025, confirmant l'ancrage territorial de cette démarche. Enfin, le pôle Nord a été consulté quasiment à 2 reprises, à Saint-Louis en juin 2025 et à Podor en août 2025. Vous observerez que nous sommes absolus pour le moment de donner des dénominations aux pôles, puisque c'est un travail qui doit allier la prise en compte des spécificités économiques, mais également socioculturelles. Et les concertations nous permettront de les déterminer. Ces ateliers qui ont réuni une large diversité d'acteurs, des élus locaux, comme je l'ai dit tantôt, des chefs de village, des délégués de quartier, des représentants des associations et de la société civile, des acteurs économiques, les entrepreneurs, les citoyens engagés, les jeunes leaders, les femmes porteuses de projets, les techniciens, les
1960 jusqu'à présent, les pôles que nous venons de définir et le Sénégal de manière générale a été pensé à partir de Dakar, autour de Dakar, et j'allais dire peut-être même pour Dakar. Et ça a été mal pensé, et Dakar a été la première à en souffrir en réalité. Il faut sortir de cette logique. Nous avons 8 pôles, dont 5 pôles frontaliers. 5 de ces 8 pôles sont des pôles frontaliers. 5 autres de ces pôles sont des pôles côtiers. Et 3 de ces pôles côtiers sont également des pôles frontaliers. Notamment le pôle sud, le pôle nord, notamment le pôle de Saint-Louis, qui sont en même temps des pôles frontaliers. Donc, nous devons aujourd'hui ressusciter la réflexion. Pour les pôles frontaliers, il faut qu'on les pense, qu'on les repense dans la perspective de jouer un rôle de tampon avec les économies voisines. Je peux donner comme illustration le pôle sud, qui doit pouvoir aujourd'hui, avec le projet d'édification d'un port en eau profonde à Nidine, jouer un rôle dans le rayonnement sous-régional avec les deux Guinées et certainement la Gambie, adossé à une zone économique qui pourra nous permettre d'implanter des unités industrielles et d'avoir l'ambition avec notre gaz de transformer au-delà de nos ressources naturelles, notamment le fer et la bauxite, de pouvoir avoir l'ambition de capter et de transformer une partie des ressources de nos voisins. Il en est de même du pôle nord, où les deux pôles, notamment le pôle nord et le pôle nord-est, sont frontaliers également de notre voisin, la Mauritanie, avec lequel nous partageons des ressources naturelles importantes, pas seulement le gaz, nous partageons l'exploitation du fleuve, nous partageons des terres agricoles et certainement beaucoup de ressources forestières de part et d'autre. Et énormément, je dis les ressources halieutiques, et donc nous devons pouvoir repenser ces pôles, les tourner vers la coopération avec nos pays voisins, sans oublier le rôle important qu'ils doivent continuer à jouer dans le rayonnement national. Pour les pôles côtiers, la théorie très chère à le ministre de l'économie ici présent, effectivement, l'histoire récente et même ancienne a montré que les développements ont été impulsés généralement à partir des pôles côtiers, qui ont pu développer des zones économiques spéciales avec l'accès à la mer. Et vous prenez un pays comme la Chine, ça s'est fait à partir des zones côtières, c'est maintenant que le travail de déploiement ou de développement à l'intérieur du pays a commencé. Et donc, la combinaison de ces deux facteurs nous permettrait certainement de sortir de cette logique, de réfléchir à partir de Dakar, et peut-être pour Dakar, mais de réfléchir mal pour Dakar, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette situation que je vais décrire. L'autre élément important pour les pôles est à l'honneur de M. le ministre de l'économie, c'est la réflexion qui a été initiée pour faire de ces pôles-là également des acteurs d'une coopération renouvelée. On parle de coopération décentralisée depuis très longtemps. L'essentiel de cette coopération décentralisée est beaucoup plus culturelle que tournée vers l'économie. Alors notre déplacement à Chine, l'idée a été émise de réfléchir à proposer une nouvelle forme de coopération, de jumelage entre les provinces chinoises et chacun des 8 pôles sur la base de critères économiques. Et ces discussions sont en cours. La partie chinoise étant très intéressée, on continue à en discuter et ça pourrait être répliqué avec d'autres pays pour faire de ces collectivités également des acteurs de coopération internationale, mais également des vecteurs diplomatiques extrêmement importants, d'échanges culturels, d'échanges politiques, d'échanges économiques. Dakar donc, qui nous réunit aujourd'hui, qui pendant trop longtemps a grandi dans le désordre, ce qui en a fait
parlons de la région de Dakar avec ces trois villes, plus que Massar qui peut valablement mériter également ce statut, l'ensemble de ces communes d'arrondissement, c'est de ce Dakar que nous parlons, qui est aujourd'hui le pôle qui nous réunit aujourd'hui. Donc, l'agrandissement ou le développement de Dakar dans le désordre en a fait une région saturée, congestionnée, fragmentée, trop de précarité, trop d'enclaves fermées, trop de potentiel inexploité. Et je me réjouis, lors des différentes expositions, notamment de notre sœur, qui a bien développé sur le potentiel économique de Dakar. Nous oublions que Dakar, ce n'est pas seulement Dakar urbain, c'est aussi un potentiel agricole avec la zone des Niayes. C'est un potentiel en matière de pêche, puisque c'est un pôle côtier. C'est un potentiel touristique extrêmement important, tourisme médical, tourisme religieux, tourisme culturel, mais c'est aussi cette volonté de le positionner, le pôle en tout cas, comme un hub industriel, mais également un hub logistique et un hub technologique, particulièrement en ce qui concerne les nouvelles technologies. Les déséquilibres sont profonds. La croissance urbaine est devenue insoutenable, car Dakar, c'est 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% de la population du territoire national. C'est 100 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année. 45% de l'habitat est hors norme, sans plan, sans raccordement. Une congestion qui paralyse la productivité, une pénurie criante de logements, d'équipements et de mobilité. Tantôt, on a présenté les problèmes d'inondation comme étant liés à la nature du sol. Je ne pense pas beaucoup, parce que dans le temps, avant cette urbanisation sauvage, il pleuvait peut-être même plus à Dakar et n'avait pas ces problèmes d'inondation. Il tombe pratiquement 2000 mm dans le sud du pays et seulement 400 à Dakar. On n'a pas d'inondation majeure dans le sud du pays. C'est la mauvaise urbanisation qui est à la base du phénomène que nous vivons. Et tout à l'heure, lors de l'exposé, il nous a été présenté ce qui se faisait du temps de la colonisation, avec les éléments illustratifs, les images notamment, et on gérait d'abord les questions d'assainissement, les questions de voirie, avant d'admettre les constructions. Ce qui n'est plus le cas, malheureusement, avec les cartes sauvages, et même de plus en plus avec le phénomène des lotissements administratifs, où on laisse l'urbanisme, les impôts et domaines de cadastre piloter des lotissements, et chacun s'est débrouillé après pour voir comment amener l'eau, comment faire l'assainissement, comment amener le courant. Et c'est pourquoi le président de la République a pris la décision ferme de mettre un terme à ce genre de pratique. Et peut-être ça va commencer certainement sur son instruction avec Thiès-Ville Nouvelle, où l'État se donnera les moyens, en collaboration avec les opérateurs privés, de gérer tous les aménagements en amont avant de passer aux constructions. Nous avons donc décidé de mettre un terme à cette situation, qui peut porter le nom de situation anarchique, et d'y mettre un terme définitivement. Dakar doit être digne d'une capitale. Donc ce modèle est arrivé à bout de souffle, il faut le dépasser. Dakar a besoin d'un choc d'organisation, d'un acte de refondation. C'est pourquoi le président de la République, en lien avec le gouvernement et sous l'impulsion directe de la nouvelle gouvernance souverainiste et patriotique que nous incarnons, a décidé d'un tournant historique. Je voudrais dire que Dakar Métropole, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une projection, excusez-moi, futuriste, d'immeubles ou de gratte-ciel. Ça peut y contribuer, ce que nous envisageons de faire. Peut-être que pour des besoins d'illustration, M. le ministre a présenté
Dakar Métropole, c'est plutôt l'ambition de la requalification et la restructuration de quartiers et de territoires, d'abord. C'est l'ambition ensuite de l'offre de logements neufs ou réhabilités conformes aux standards minimum. C'est la construction d'équipements publics structurants. C'est la promotion de pôles économiques, culturels, éducatifs et portuaires. Dakar Métropole, c'est aussi un projet de résilience écologique et d'équité environnementale. C'est la création de grands parcs métropolitains, évidemment la réhabilitation de certains parcs, comme Anne, comme Technopole, ou Kermassar. C'est la réhabilitation du littoral contre l'érosion côtière. C'est le déploiement des mobilités douces, transport propre, les bateaux-taxis. On a présenté tout à l'heure un projet de téléphérique Dakar-Gorée. Dakar Ville verte ne sera pas un slogan, ce sera une réalité végétalisée, respirable et vivante. Le pôle de Dakar doit se réinventer pour demeurer un territoire résilient, attractif et capable de soutenir le développement national. Il ne s'agit pas seulement de penser la capitale comme une ville, mais comme un acteur central de la stratégie territoriale. Une métropole connectée et complémentaire aux sept autres pôles pour assurer équilibre, cohérence et souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, on ne bâtit pas un pays à partir d'un seul pôle. Et tant que le Sénégal n'aura pas réussi, je ne donnerai même pas l'exemple des pays connus pour le développement depuis très longtemps, mais je parle des pays des émergents, même sur le sol africain, tel que le Maroc. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire émerger plusieurs pôles, nous n'aurons pas été sur les voies du développement et nous n'empêcherons pas l'exode vers Dakar. Mesdames et messieurs, les prochaines étapes pour la finalisation du programme des pôles de développement sont définies avec clarté et précision. Il s'agit de la tenue des conférences interministérielles sur la territorialité pour harmoniser les politiques publiques et assurer une cohérence nationale tout en respectant les spécificités locales. Il s'agit de l'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation sur les pôles territoires. Je veux dire que toutes les idées qui ont été avancées et contenues dans les documents sont des documents encore en réflexion, en cours d'élaboration. J'ai donné le tempo de départ qu'on a pris avec le Conseil des ministres et tout le reste du processus va être suivi. Et à la fin de ces travaux, Monsieur le ministre, sur la base de ce qu'il avait présenté au Conseil des ministres, ce qu'auront donné ces concertations, pôle par pôle, va nous faire la synthèse et ça nous permettra de réfléchir à la stabilisation du document. Donc l'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation va suivre après sur les pôles territoires qui donnera un cadre juridique solide, durable et garantira la légitimité de chaque pôle. L'animage de cette réforme à l'acte 4 de la décentralisation, afin de renforcer l'autonomie des collectivités, de rapprocher le pouvoir de décision des citoyens et d'assurer une mise en œuvre efficace et contrôle des politiques publiques. Nous allons aller vers cet acte 4, puisqu'à l'état actuel de la réflexion, il n'est pas encore assuré que les pôles seront des collectivités territoriales. La suggestion qui a été faite d'en faire un d'établissement public est un élément de réflexion. Mais ce qui est constant, c'est que nous allons aller vers l'acte 4, parce qu'il y a ici beaucoup de maires présents. Moi-même, j'ai été maire pendant quelques temps. Et lorsque, avec le ministre, nous avions pris la décision de co-écrire un ouvrage sur la décentralisation, je lui avais dit, M.
M. Fofana, moi, la seule partie qui m'intéresse et dont je vais me charger, c'est celle qui va parler du financement de la décentralisation. Parce que le vrai problème, c'est celui de la viabilité financière des collectivités territoriales. On a parlé de transfert, nous sommes l'un des pays, en tout cas sur les quelques modèles que j'ai à examiner, qui a le plus faible taux de transfert de l'État vers les collectivités territoriales. Nous ne sommes même pas encore à 5% de transfert, là où le Maroc, si je ne me trompe, a dépassé 20%. Et ce n'est pas étonnant que Casablanca, en tant que ville, puisse faire ce qu'elle fait et que Dakar ne puisse pas faire la même chose en tant que ville. C'est les grands enjeux de cette réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Ces étapes sont cruciales pour bâtir une gouvernance territoriale moderne, résolument participative et stratégiquement souveraine, capable de mobiliser les forces locales au service du développement national et d'assurer que chaque territoire contribue pleinement à la prospérité de notre pays. Mesdames et messieurs, l'heure est maintenant à la mobilisation, au dialogue et à l'inclusion. Je félicite M. le ministre, l'ensemble de ses collaborateurs et toutes les parties prenantes. La question de la décentralisation est transversale. On a parlé beaucoup d'assainissement et d'urbanisation. M. le ministre chargé de ces questions ici présent. Ce n'est pas l'affaire seulement, quand on parle de décentralisation, du ministre des collectivités territoriales. Mais quand on parle de pôle, ce n'est surtout pas l'affaire seulement du ministre, parce que les pôles ont une dimension économique, en agriculture, d'élevage, de pêche, d'industrie. C'est à la limite l'affaire de tout le gouvernement. Et c'est pourquoi, comme toutes les grandes réformes que nous avons lancées depuis quelque temps, sur la réforme du code général des impôts, du code des investissements, du code des douanes, la réforme des codes miniers, pétroliers, ainsi de suite, nous allons mettre en place un comité ad hoc à la primature pour effectivement démarrer la réforme également de notre système de décentralisation. Donc je félicite M. le ministre avec tous ses collaborateurs, toutes les parties prenantes pour leur engagement. J'invite tous les acteurs présents à s'impliquer pleinement afin que le pôle de Dakar devienne un projet collectif fort et dynamique et stratégique, rayonnant pour tout le Sénégal. J'attends, M. le ministre, avec impatience et dans les tout prochains jours, les conclusions de l'ensemble de ces travaux, notamment les 7 précédentes concertations et celle d'aujourd'hui, pour nous permettre d'aller rapidement vers la stabilisation du modèle, la prise de décision sous la validation du président de la République et démarrer la phase de mise en œuvre. Je souhaite à toutes et à tous une concertation fructueuse au service de Dakar réinventé et souverain et d'un Sénégal fort et réconcilié avec ses territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, Oumoundour. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, merci de votre présence qui installe déjà dans la salle une lumière et une joie profonde. Il y a des hommes, je dis chaque fois, des hommes et des femmes qui sont nés pour diriger. Et ce sont des dons de Dieu. Vous en êtes un. Qu'Allah recouvre de sa grâce infinie. Adjointe au maire en charge de la coopération décentralisée, représentant le maire de la ville de Dakar, Abbas Fall, la bienvenue à cette journée de partage de Dakar Métropole Internationale 2050. Dakar, capitale du Sénégal, est véritable métropole africaine ouverte sur le monde. Dakar est une ville d'histoire, de culture et de modernité, un carrefour où se rencontrent les traditions vivantes de notre peuple et les aspirations d'une jeunesse créative et entreprenante. C'est aussi une métropole en mouvement portée par l'innovation, la solidarité et la volonté de bâtir un avenir témoigne de la vitalité de notre ville et de notre ambition commune, faire de Dakar un espace de dialogue, d'échange, de concertation
de coopération au service du développement et du bien-être des citoyens. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les collectivités locales sont le socle du développement, car ce sont elles qui traduisent les politiques nationales en actions concrètes et exécutent une vraie gouvernance locale fondée sur la confiance et porteuse de développement économique, social et solidaire. En tant qu'acteurs locaux, nous sommes plus que jamais déterminés à jouer pleinement notre partition pour la réussite de cette vision éclairée. Au nom de M. Abbas Fall, maire de la ville de Dakar, au nom des habitants de Dakar, je vous souhaite une agréable journée, riche en découvertes, en partage et en inspiration. Bienvenue à Dakar Métropole, bienvenue chez vous. Merci beaucoup, Madame Hadignan-Silla, représentant M. Abbas Fall, maire de Dakar. Je vous propose à présent de nous pencher sur ce lien entre histoire et avenir, car Dakar ne deviendra pas une métropole moderne en faisant fi de son riche héritage culturel. Bien au contraire. Alors permettez-moi, s'il vous plaît, que l'on se tourne vers ceux qui emportent ce riche legs, les gardiens de la mémoire séculaire de notre capitale. Il s'agit des chefs coutumiers lébous. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, le Diaraf Youssou Ndoye, Diaraf du Cap-Vert. waaw kon nag damay ñaan sunu mbokk li buy nekk ci salle bi nañu tàcc bu baax a baax a baax a baax la Diaraf Youssou Ndoye. sooy waxee rek day sànq xool yëpp a set parce que jàmm rek lay woote ci réew mi kon Jaraaf macha allah na nga lay jébal kàddu gi. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di ziar di ñaan yàlla yokk jàmm si réew mi bañ ko yemale si réew mi pour que ba Mali pour que ba Mauritanie ba Guinée Bissau kenn ku nekk am jàmm du matale yàlla yokk seenu fan ñii ñëwoo fii ku su dul dafa am 140 ans yàlla wis la 7 ans muy 150 ans bale mu kaltu rek laa mën a loolu moo tax su may ñaan yàlla dama koy ñaan lu bare bare yàlla na ko yàlla def tàpp seenu jee su ko defee feebar ala jàmm rek bale ma mbokk Alaaji Ousmane ñu laa nuyu di ñaan yàlla yokk sa jàmm di yokk jàmm président di yokk jàmm ministre bi nga xamante ne moo def teraanga ju rëy bii jërëjëf lii mooy réew bàlleen nu ax seulement ku nekk daf ma xamee ne Jaraaf bu galgalee day galgal boo dee bittal ñu ko rek day bittal ñu sama mbokk maa ngi la dégg léegi ngeen Abdoulaye Massala programme déedéet représenté ay attaques yu gis ma Abdoulaye man maay Jaraaf sa père Jaraaf mooy ki jiitu si lépp Jaraaf mooy patron li man naa ko wax su may cadre un boy yoo xam ne non nee na mooy président de la République ay may baaxul manuma ka Alaaji Ousmane jërëjëf tool la papa c'est normal tool yaa moom entraînement yooyam bi ñu juddoo lañu judduwaale low yàlla séddu bu coow ma ngi leen wax ne Ablaye doom la si man Papa Diagne doom la si man ma seen bàyyi seeni bàyyi ñoo bokk ndey maam ñaane ak Marème Sow Muxtaar ñoo bokk ndey juum defu na dal si Ablaye moo defal kokki moo dugal si démb beneen wax bi mooy parce que yàlla moo leen may mu mel ni Sénégalais dañ yëgoon na parce que bi muy ñëw ba ñu faral leen
yéen avant ngeen di ñëw yàllaay defee noonu ku sax xool ne kii jëlal au javel ak Sénégal ko nga def ko ci biir waaw wala boo wax ne butéel bu ne la mu def loolu lay saf loolu lay xeeñ Alaaji Ousmane boo gisee président nuyu mu ko waaye nga wax ko ne ka tool yi la ñuy dal par force Ndakaaru bi Sénégal bi Alaaji Malick Serigne Touba Gaye bu doo gis maam yi maamu laay ma ne ko ko toj di mbër teeleen diggante lii ngeen di def nii gaa yi daje ba oo sax ki yem CM2 waaye yéen a baax lu baax lii ngeen wax si fii tey ñuy xalaat mu jëm 1950 mag ña ba ñu tolloo si 1960 ñuy am indépendance wax nañ lu ni mel keroog ba mag ñu dajee fii si Ndakaaru di waxtaane lu jëm si kii bi fii lañ ko waxtaanee muy mairie Ndakaaru lañ fa arrangé bari ñun dañu dëkk nii rek mais bu leen fàtte ne alquran dafa indiwaale ginne ak nit moo tax fii te waxuma leen loolu dafay mel ni dama chef de village je suis le village du Cap-Vert tey fii lu toll kontaan nañ si yéen xam nga lu tax dëkk bii demoon nañ ba nit mu dëkk si ñun man boobu te am looy jël jël sama téléphone 557 853 ma expliqué la lu leer ngoon nañu fexe téente mag ñi dañ waxoon ne nanu téente nanu ànda mais am beneen sens bu gaa yi waxee ne foo la ngoon dafa neex mais ko bàyyi moom dama ci baggaam ay effectivement waaye Ousmane du bàyyi ko loolu yàlla def drapeau bi jax jomaay xale yi nag yi ngeen fi dugaloon suñu ma déggee nañu saxalaat boobu jomaay muy Sonko Sonkoy jomaay baleen ma ak xale lii nga xamante ne mooy lool si réew mi nanuy faral di def lañ war a def ku si bëgg a def lu ñaaw xalaatal ëllëg li ba Abbas moom ngeen wax yéen a jàng man leen deux daaya teel naa xam sama bopp waaye nii nga xamante ne moo dem si Abbas am na nu mu demee moom demee na leen fii si naka mairie bi arrangé nañ fi ba arrangé fi ay problème coutume yoon suñu ëgsee si ren ku jiite ayee ka moomee ku jiite wàll sa affaire cooli mooy ñoo ne ku baax la waaye yéen ñu baax ngeen dëkk leen si jàmm rek ñu jow gaal bi mu jëm fii boole tak ay way waxoon naa ko keroog gars yi dañu waxoon ne yéen waa Sénégal bokk leen ndey bokk baay ñu bay suuña bay saay loolu géwélee ko waxoon am dee tap jërëjëf yàlla na leen yàlla doon amiin yàlla mii dara teewul yàlla nañ demaat ci élection ci jàmm ak salaam bu boobaa yàlla ngeen gagné parce que lii ngeen ñu defal ni wax dëgg yàlla bu laa ko toog te di ngeen xam ne lébu gi ñu ngi seen ginnaaw tool yi ñu ngi ran topp seen ginnaaw lii ngeen di dégg baat yi ndaw la bi loolu ngeen déggee gumbe loolu ngeen déggee dagañ ma ne ñun su suñu bopp la ñu organisé ay gumbe dagañ ndaw la bi jërëjëf mais nag loxo bu baax a baax jàmm ñu sundoo yi borom Dakar merci bien. Monsieur le Premier ministre, on parle souvent de théâtre forum ou de théâtre intelligent ou de théâtre d'intervention.
de la banlieue, mesdames et messieurs, nous allons le recevoir sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, le théâtre est annoncé, le silence est demandé. Le plaidoyer est félicité. La mise en scène va s'écouler en format parfait. Le sixième art, encore à l'honneur, que du bonheur. Un événement exceptionnel. Une communication Plus que sensationnel. multidimensionnelle. Journée de partage de la vision, Dakar Métropole Internationale, 2005 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette importante cérémonie. Le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires vous souhaite la bienvenue et vous donne le tapis rouge dans les Adjam. Welcome. Excusez-moi de l'émotion. Chers publics, à votre attention. La région de Dakar. Cœur politique, économique et culturel du Sénégal. Et aujourd'hui, à la croisée des chemins, face à une croissance démographique soutenue et une urbanisation galopante, La capitale connaît une saturation de ses infrastructures. Une fragmentation de son tissu urbain. une congestion de ces de transport. Ainsi que des dégradations généralisées du cadre de vie. Ces déséquilibres se traduisent par une précarité croissante des conditions d'habitat Des disparités territoriales marquées, une faible qualité de sécurité. et un déficit notoire en logement, équipement, espace vert et pôle économique et numérique. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet Dakar Métropole. Une initiative stratégique Porté par le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. conduit par la Direction générale de la construction et de l'habitat. DGCH. Dans le cadre des grands chantiers de l'État. En synergie avec l'ensemble des acteurs institutionnels, territoriaux, techniques et citoyens. Ce projet
territoire. d'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants. Donc, au nom de Monsieur le Directeur général de l'ANAT, je suis chargé de vous présenter les potentialités économiques du pôle territoire de Dakar. Mon collègue directeur de l'aménagement du territoire l'a dit tout à l'heure. Le pôle de Dakar est l'un des espaces les plus stratégiques du territoire national. À l'horizon 2050, ce pôle est appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation tel que défini par la vision Sénégal 2050. Et cette projection prospective repose sur une dynamique démographique soutenue. Je pense que ceux qui faisaient le théâtre l'ont compris. Une croissance économique accélérée et une requalification métropolitaine, une requalification fonctionnelle du territoire métropolitain. Comme vous le voyez sur le tableau, les données prospectives. L'ANAT. Alors, nous allons encourager Madame Seck, s'il vous plaît, parce que vous savez, la prise de parole devant une autorité de la dimension du Premier ministre François Sonko peut transformer l'orateur et le public. Mais elle ne le revoit pas. Voici le baobab, emblème national, vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. 4 parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur le secrétaire d'État, chers participants, chacun à vos titres et grades respectifs. Je vais vous présenter l'indice composite de dynamique territoriale. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier le chef de l'État pour sa confiance, ainsi que le ministre M. Moussa Bala Fofana également pour sa confiance et pour tout l'appui qu'il nous apporte dans le cadre du travail que nous faisons. Je voudrais également saluer bien sûr la présence du Premier ministre qui hausse le haut niveau donc, de cette rencontre qui nous fait terminer vraiment le cycle de toutes les rencontres que nous avons à tenir et qui sont au nombre de 7. Là, nous sommes en train de faire la 6e rencontre. Alors, ce qu'il faut noter dans l'indice composite dynamique territoriale, c'est que c'est un outil qui nous permet de faire la situation de référence donc, des différents pôles du Sénégal. Nous avons un outil donc, qui est construit à partir de 21 indicateurs et un nombre total de 7 grandes variables, 7 catégories. Ce qu'il faut noter, c'est que ces 7 catégories couvrent à peu près toutes les dimensions du développement territorial, que ce soit la situation économique, la question démographique, la question socio-industrielle, ou tout simplement la question socio-culturelle, que ce soit également les questions environnementales entre autres. Donc c'est un indice, en fait, que nous avons construit sur la base de tous ces outils et qui nous permet de mesurer le niveau de développement territorial. Autrement dit, pour le Sénégal, ça nous permet de savoir pour les pôles, quels sont les pôles qui sont dans une bonne dynamique de développement et quels sont les pôles qui sont dans une dynamique de développement qui n'est pas de très bonne qualité. Alors, lorsque nous avons construit cet indice, comme vous le voyez bien au niveau du tableau, on voit qu'il y a une grande inégalité entre les différents territoires du Sénégal. Par exemple, ici, Dakar sort du lot avec l'indice de 83,05, qui est très loin devant les autres pôles qui sont urbains, comme Thiès et Diourbel-Louga. Et vous voyez bien, il y a aujourd'hui des pôles qu'on considère comme des pôles ruraux qui ont véritablement un indice qui est relativement faible. Mais ce qu'il faut noter, c'est que même si Dakar, à l'état actuel des choses, dans ses situations de référence, a un indice très élevé, il n'en demeure pas moins que Dakar a besoin du développement des autres pôles. Et donc cela est important de le signaler. Et nous voyons bien d'ailleurs que dans l'ouvrage des territoires de développement du Premier ministre Ousmane Sonko et du ministre Moussa Bala Fofana, il le confirme en ces termes,
Le développement de l'attractivité des territoires de l'intérieur est salvateur pour le développement harmonieux du territoire du pôle de Dakar. Autrement dit, oui, Dakar a une bonne situation aujourd'hui, mais pour que cette situation puisse être maintenue et même renforcée, il est important effectivement que les autres territoires, que les autres pôles soient développés. Pour voir plus en profondeur ce qui explique cet indice très élevé pour Dakar, on voit que tout ce qui est dynamique entrepreneuriale et leadership, tout ce qui est situation sociale et offre de services de proximité est très élevé. Ce sont ces deux facteurs, ces deux variables qui contribuent le plus dans l'indice de Dakar. Nous avons d'autres facteurs comme le niveau d'attachement social, nous allons y revenir tout à l'heure, qui contribuent très faiblement. Et si nous allons plus en profondeur, en regardant du côté des indicateurs, on voit que pour Dakar, même si la situation économique est très importante, l'indice qui est le taux de chômage reste quand même à une très faible participation. Autrement dit, le chômage est encore très important à Dakar et cela plombe dans une certaine mesure la question économique. Il faudra faire attention aussi pour tout ce qui est temps moyen passé dans des activités non rémunérées et aussi tout ce qui est propriétaire, le nombre de personnes propriétaires. Ce que ça traduit, c'est que finalement, il y a un faible attachement. Parce que nous voyons bien que pour ces deux indicateurs, ils sont au rouge. Alors, si nous regardons ici cette carte, ces trois cartes, ça nous montre. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants. Donc, au nom de Monsieur le Directeur général de l'ANAT, je suis chargé de vous présenter les potentialités économiques du pôle territoire Dakar. Mon collègue directeur de l'aménagement du territoire l'a dit tout à l'heure. Le pôle de Dakar est l'un des espaces les plus stratégiques du territoire national. À l'horizon 2050, ce pôle est appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation tel que défini par la vision Sénégal 2050. Et cette projection prospective repose sur une dynamique démographique soutenue. Je pense que ceux qui faisaient le théâtre l'ont compris. Une croissance économique accélérée et une requalification métropolitaine, une requalification. Comme vous le voyez sur le tableau, les données prospectives. Le territoire, on ne le dira jamais assez, mais il y a également une dimension planification et mise en œuvre des actions territoriales, aussi bien pour la déclinaison territoriale que pour la déclinaison sectorielle. Singulièrement sur le territoire, nous verrons qu'il y a trois instruments qui s'imposent au pôle, donc qui s'imposent un instrument que le pôle devrait élaborer, parce que les acteurs territoriaux, on ne dira jamais ça, c'est une activité permanente, surtout lorsque l'éco-territoire, les 9 compétences seront ajoutées à 4 nouvelles. Les 4 nouvelles compétences qui s'ajouteront aux 9, développement économique et social, l'infrastructure et la mobilité, la gestion des ressources et l'innovation et la recherche. Je dois préciser que les compétences et les questions de subsidiarité ont fait l'objet d'une concertation, Monsieur le Premier ministre, en même temps que la série de concertations autour des politiques territoriales a été lancée, et également poursuivi les concertations pour les travaux préparatoires à l'acte 4. Et 15 thématiques ont été arrêtées en raison d'une thématique par mois. Le ministre et ses collègues ont envahi le Sénégal de profondeur pour adresser ces thématiques-là avec les acteurs territoriaux et l'ensemble de ceux qui intéressent le territoire. Donc cette question des compétences a fait l'objet d'une discussion et on est arrivé à un niveau tel que sur une compétence donnée, on sait faire le dispatching entre la commune, le département et le pôle territoire. Nous progressons pour voir les compétences des 13 que nous avons sur les domaines: environnement, gestion des ressources naturelles, santé, population, action sociale, jeunesse, sport, loisirs, aménagement du territoire, planification et coopération décentralisée, éducation, formation professionnelle, travail et emploi, culture, urbanisme, habitat, logement et gestion des déchets et du cadre de vie, quartier, éco-quartier, qui est une préoccupation du gouvernement, de M. le Président de la République, M. le Premier ministre, de faire en sorte que la municipalité n'est pas capable de donner des services publics de proximité aux citoyens. C'est comme si sa raison d'être était compromise. Pour les départements, il s'agit de la coordination à une échelle intermédiaire avec une gestion des infrastructures et des politiques de niveau départemental. Donc, c'est plus un focus vers les projets structurels. Et le pôle territoire sera
des stratégies globales et de projets structurants à l'échelle régionale où plusieurs régions réunies avec une vision à long terme d'une coordination interrégionale avec la conduite de grands projets de territoire et de stratégies de développement territorial. Arrive maintenant la structure organisationnelle du pôle territoire. Le pôle territoire aurait pu être une collectivité territoriale. Il y aurait des dispositions qui nous amèneraient à observer un temps perdu et beaucoup de réflexions de fond sur le statut d'un certain nombre de collectivités territoriales qui peut-être pourraient amener à réfléchir est-ce qu'on ne pourrait pas limiter. Ensuite, si nous prenons pôle territoire comme intercommunalité, une intercommunalité n'est pas forcée. La politique locale qui estime pouvoir être dans une intercommunalité et y soit avec vraiment une liberté qui mobilise l'option du conseil communal. Et le territoire du pôle territoire peut être mis en cause si une commune décide de sortir d'une intercommunalité. Finalement, ce qu'on a retenu, c'est véritablement une solution légale qui consiste à avoir un établissement public territorial qui est doté d'un espace d'organe qui est l'organe exécutif, parce que l'organe délibérant c'est le conseil exécutif. Donc serait composé de 9 secrétaires ou le 13, pour couvrir les 13 compétences, ça paraît pour 13, avec pour le secrétaire exécutif des secrétaires élus par thématique. Et ça c'est extrêmement important. Et le pendant au niveau de la direction générale du pôle qui va également pourvoir des expertises qui vont rester sur les compétences et qui seront à même d'accompagner véritablement les élus qui seront à la tête donc du secrétariat élu thématique au sein du secteur exécutif. Sur le modèle de la NAT. Alors, nous allons encourager Madame Seck, s'il vous plaît, parce que vous savez, la prise de parole devant une autorité de la dimension du Premier ministre François Sonko peut transformer l'orateur et le public. Mais elle ne le revoit pas. Voici le baobab, emblème national, vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. 4 parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Au début du XXe siècle, Dakar devient le cœur politique et économique de l'Afrique de l'Ouest. Capitale de l'Afrique occidentale française depuis 1902, la ville se développe autour de 2 réalités. D'une part, les anciens villages lébous comme Yoff, Cambérène et Ouakam. D'autre part, un noyau colonial centré sur le plateau, le port en pleine expansion et le réseau ferroviaire. Dakar s'organise alors autour du plateau, où se dressent les premières infrastructures symboliques du colonialisme, casernes, ports et lignes de chemin de fer. En 1914, la création de la Médina, née d'une épidémie de peste, répond à la nécessité de loger les populations locales. Les premiers plans d'urbanisme façonnent progressivement la ville. Des zones industrielles, des quartiers commerciaux et pavillonnaires émergent. Dans le même temps, Pikine Dagoudan, issu des déménagements forcés, voit le jour pour accueillir les populations déplacées par les autorités coloniales. Le plateau devient un centre vibrant et dynamique, mêlant commerce, administrations et résidences. À partir de l'indépendance en 1960, la croissance démographique de Dakar explose. Alimentée par l'exode rural et les sécheresses récurrentes, la population passe ainsi de plus de 940 000 habitants en 1976
à plus de 1,48 million en 1988, témoignant d'une accélération démographique sans précédent. Le plan Écochard de 1967 tente de canaliser cette expansion, mais Dakar subit une urbanisation chaotique. Les secteurs de Grand Dakar, Pikine et Rufisque se densifient rapidement, souvent via des constructions spontanées et informelles. Face à la crise du logement, le projet Parcelles Assainies voit le jour en 1972, offrant des solutions planifiées pour les populations les plus précaires. Cependant, dans les années 80, l'urbanisation anarchique se poursuit, avec l'apparition de quartiers non lotis. Malgré des initiatives visant à améliorer le logement social et les services de base, la ville reste marquée par de fortes inégalités dans les conditions de vie. Dans ce contexte, de nouveaux pôles urbains émergent à Yoff, Ouakam et Keur-Massar, tandis que les infrastructures majeures comme la VDN, la Corniche et les grands axes se prolongent pour accompagner cette expansion. Cette croissance étalée fragilise les écosystèmes locaux et expose certaines zones au risque d'inondation. Parallèlement, le plan directeur d'urbanisme de 1982 visait à structurer spatialement l'agglomération dakaroise autour des noyaux urbains de Dakar, Pikine et Rufisque, tout en limitant l'expansion anarchique et l'urbanisation spontanée. Cependant, ces efforts restaient insuffisants face aux dynamiques accélérées de croissance et aux disparités sociales, annonçant les importants défis urbains à relever dans les décennies suivantes. L'urbanisation de Dakar se poursuit au début du XXIe siècle, avec une accélération notable en périphérie, souvent dans des zones à risque d'inondation. Cela a conduit à la mise en place d'un plan de relogement pour les populations sinistrées. Le développement d'infrastructures majeures, telles que les autoroutes, le TER, Train Express régional, le BRT, Bus Rapid Transit, et les ponts, vise à améliorer la mobilité et désengorger la capitale, tandis que le pôle urbain de Diamniadio émerge pour alléger cette pression. En parallèle, la population de la région de Dakar a connu une croissance exceptionnelle ces dernières décennies. En avril 1976, lors du premier recensement général, la région de Dakar comptait précisément 940 920 habitants. 47 ans plus tard, en juin 2023, le 5e recensement en exactement 4 426. En moins d'un demi-siècle, la population a ainsi quadruplé, portée par un rythme de croissance moyen de 3,21% par an, année après année, transformant Dakar en une métropole tentaculaire qui concentre aujourd'hui près du quart des Sénégalais. Malgré cela, la spéculation foncière et les constructions anarchiques freinent une urbanisation ordonnée. Pour mieux gérer cette croissance, le PDU Horizon 2025, approuvé en 2009, a été révisé pour aboutir au PDU Horizon 2035, qui privilégie une planification durable, la protection des espaces naturels et la résilience face aux risques environnementaux. Aujourd'hui, Dakar conjugue héritages coloniaux et enjeux modernes, avec pour défi majeur de concilier développement urbain, protection de l'environnement et besoin d'une population en forte expansion. Dakar qui, au départ du point 1906 et qui devait convoquer la convention du 26 juin 1905, à partir de laquelle convention on établissait la gestion du patrimoine foncier de l'Afrique occidentale française comme de l'Afrique équatoriale française. Nous, communauté Lébou, communauté hospitalière, qui a fondé le Dakar, communément connu sous le nom de Dakar, comme je dirais aussi Pikeba, connu sous le nom de Pikine. Les mots ont le sens
Les mots sont des mots poètes qui révèlent dans la pratique qui traduit d'abord l'hospitalité, la solidarité et la vie en commun démocratique, sociale de la communauté. En 1968, Dakar était déjà en avance sur les questions de délocalisation, sur les questions de recasement, pour avoir délocalisé la Médina, pour avoir délocalisé Médina vers Médina, mais aussi pour avoir créé aussi des nouvelles cités, et que les HLM, tous ces quartiers qui aujourd'hui sont sortis de terre, c'est déjà avancé en tout cas dans l'urbanisation accélérée avec moins de population. À partir des années 1980, la croissance devient incontrôlée. Guédiawaye, Rufisque, Keur-Massar se développent souvent sans planification. L'autoconstruction domine, la mobilité est saturée, les inégalités s'accentuent. Dakar devient une ville puissante mais vulnérable à la croisée des chemins. Dakar concentre aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% du territoire national. Chaque année, plus de 100 000 nouveaux habitants arrivent. Cette densité alimente une urbanisation anarchique. 70 à 80% du bâti provient de l'autoconstruction. La mobilité est en crise, embouteillage chronique, transport informel saturé, trajet dépassant 2 heures. Les défis sont aussi environnementaux. Inondations récurrentes, perte de la trame verte, érosion côtière, mauvaise gestion des déchets. Et là, je souligne que certaines populations ont habité des zones de marécage. Ils ont habité des zones de nappe phréatique qui, une fois l'automne, le pluie tombe, quel que soit le bruit, c'est la nappe qui s'est réveillée et qui nous pose ce problème d'inondation qu'on parle et qui est à la quartier. Les inégalités sociales s'accroissent entre quartiers modernes et périphéries enclavées. Dakar, capitale en tension, doit impérativement refonder la capitale sur elle-même, transformer les enclaves en nouveaux pôles de vie, créer des centralités équilibrées, réconcilier le centre et la périphérie. Dakar, métropole 2050, c'est une ville réorganisée, cohérente et inclusive. La mobilité devient l'ossature de l'urbanisme. Autour des gares, naissent des quartiers modernes et connectés. TER, BRT, métro léger, monde de tout. Dakar 2050 est une capitale fluide, sobre et efficace. L'habitat est au cœur de la vision. Des quartiers mixtes, alliant logements sociaux, habitat intermédiaire et résidences modernes. Une éco-construction ancrée dans les savoir-faire locaux, terre, latérite, bambou. Des maisons bioclimatiques, économes d'énergie et accessibles à tous. Une ville ouverte au monde, mais fidèle à son identité. Dakar Métropole 2050, c'est l'ambition d'une génération. Une capitale durable, inclusive et résiliente, réconciliée avec son histoire, tournée vers l'avenir. Dakar Métropole 2050, ville au monde, au cœur de l'Afrique. Les images que nous venons de voir traduisent l'ambition et la vision de Dakar Métropole 2050. Mais toute grande vision appelle une synergie d'action. Je vous propose à présent de découvrir les projets portés par des partenaires et nous commençons par... a accueilli une visite décisive, celle du Premier ministre, ses allées étroites, ses installations précaires, les inquiétudes exprimées par les marchands face au risque de déguerpissement, tout cela d'élever l'urgence d'une réponse nouvelle. Cette inquiétude a été transformée en espoir. Un engagement a alors été pris, offrir à Koloban une solution durable, humaine et inclusive. Deux démarches essentielles ont été marquées. La suite, d'abord, l'ingénierie sociale, écouter, dialoguer, associer les commerçants et les riverains pour que le projet réponde à leurs besoins réels et préserve leur dignité. Ensuite, une balade urbaine,
parcourir ensemble les lieux, partager la vision, recueillir les perceptions et bâtir un consensus autour de cette transformation. Car Colobane n'est pas un marché ordinaire, c'est un pôle économique, un espace vital pour des milliers de familles, mais il est aujourd'hui prisonnier de la vétusté, de la saturation, des risques électriques et de l'insalubrité. Pour y répondre, un comité technique a mobilisé toutes les expertises, urbanisme, habitat, sécurité, finances, mobilité, afin de concevoir une réponse ambitieuse et réaliste. Ce projet dépasse une simple réhabilitation, il incarne une véritable transformation urbaine sur l'axe Canal 4, une galerie marchande suspendue de 350 mètres de long et 10 mètres de large viendra libérer le sol, réorganiser l'espace et fluidifier la circulation. La rue élargie et restructurée offrira aux piétons et aux véhicules des conditions modernes, sûres, adaptées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 10 000 m² bâtis, R+1 à R+3, 1070 cantines modernes et sécurisées, 110 places de stationnement intégrées, des infrastructures de mobilité, allées piétonnes, escaliers, escalators, ascenseurs, monte-charge. Mais Colobane ne sera pas seulement un espace de commerce, ce sera un lieu de vie avec des espaces verts, des aménagements paysagers, une salle des fêtes, des locaux sociaux, un restaurant panoramique, une architecture inspirée des traditions locaux, mais tournée vers l'avenir, portée par une assoture métallique en forme de fée, habillée de terre cuite, ajourée et de bois, moderne, durable, enraciné. Ce projet techniquement validé, financièrement solide, pensé pour ne pas peser sur le budget de l'État. Un projet respectueux de l'environnement, privilégiant les matériaux locaux, réduisant l'usage du béton, accélérant les délais de construction. Colobane n'est pas seulement au marché, il est un symbole populaire, une vitrine de la créativité et de la résilience sénégalaise. Grâce à cette transformation, Colobane sera revitalisé, il deviendra un modèle de modernisation urbaine, une fierté nationale et une référence pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, en cette journée de partage de la vision Dakar Métropole Internationale 2050, l'ambition principale du projet Dakar Métropole Internationale 2050, des actions prioritaires seront mises en œuvre dès maintenant pour atteindre cette vision. La population dakaroise, notamment les jeunes et les femmes, seront impliquées dans ce processus. Des mécanismes sont prévus pour répondre aux défis de l'urbanisation rapide, notamment en matière de logement, mobilité et environnement. Alors, il compte mobiliser des financements nécessaires pour concrétiser ce projet. Dakar se distinguera comme une véritable métropole internationale en Afrique et dans le monde. Discours du Premier ministre et aussi de tous ceux qui étaient intervenus, les intervenants.